Bonsoir les amis, bienvenue dans ce nouveau JT du Grenier de l'Écho sur un sujet passionnant, ces mensonges d'État qui vous font prendre des mauvaises décisions, et ça sous l'œil bienveillant et sage de nos trois petits singes, marmottes de la sagesse, et avec l'aide des poules de cristal, poules pondeuses de cristal de Normandie. Et oui, les mensonges, voilà un sujet fondamental. Vous allez voir que c'est hyper important. Le problème de ces mensonges, en fait, on pourrait imaginer que le mensonge n'a pas d'effet. Mais en l'occurrence, le mensonge, vous le payez, nous le payons, sonnant et trébuchant, nous les payons parce qu'ils sont multiples et nombreux, et nous les payons évidemment parce que nous prenons des mauvaises décisions. C'est la théorie de l'asymétrie de l'information. Vous allez voir, je m'en vais partager, vous expliquer tout ça. Je vous présente V pour Vendetta. Et V pour Vendetta, c'est intéressant parce que c'est un film avec énormément de symbolisme, de symbolique. C'est un film qui n'est pas tout à fait jeune d'ailleurs, et je vous propose, pour ceux qui ne l'ont pas vu, de le voir, ou pour ceux qui l'ont déjà vu, de le revoir. C'est passionnant. Alors on va commencer par un mensonge consensuel. Qu'est-ce que j'appelle un mensonge consensuel ? C'est un mensonge dont je peux parler sans risquer de me retrouver avec les menottes, en garde à vue, avec des plaintes ou avec une interdiction de faire ce genre de vidéo, par exemple. D'accord ? Donc un mensonge consensuel, c'est globalement quelque chose qui est à peu près admis, même s'il faut en parler avec une infinie prudence, une grande délicatesse, si on ne veut pas finir dans les geôles de la Corée de l'Ouest. Si l'on reprend ce qui s'est dit à l'époque, alors vous pourrez aller voir, il y a un article de TF1, où vous avez même l'archive vidéo, etc. Vous avez le lien ici, vous regarderez, mais sinon 30 ans de Tchernobyl, comment a-t-on pu affirmer que le nuage radioactif ne passerait pas la frontière ? Et bien comment on a pu affirmer que le nuage radioactif ne passerait pas la frontière ? Parce que nous avions ici un anticyclone, alors là Tchernobyl est par là, dans l'Ukraine, et puis évidemment, vous voyez, c'était monté sur la Scandinavie, et là heureusement, miracle des miracles, sur la France, l'anticyclone des Açores était là et nous assurait une protection quasi divine contre les retombées radioactives. Nous étions protégés par l'anticyclone des Açores et donc le nuage radioactif, stop, s'arrêtait évidemment à la frontière. Voilà ce qu'était l'explication officielle. Jamais le gouvernement a dit le nuage s'arrête à la frontière, il s'est arrêté à la frontière, il a vu le douanier, il a sifflé, il avait passé papier, il n'est pas passé. Non, c'était l'anticyclone des Açores, on est en 1986. En Allemagne, le nuage, lui, il est passé. Il est passé et les Allemands ont pris des mesures. Ces mesures, c'était des mesures assez simples. L'interdiction de manger, par exemple, des champignons qui concentre de manière importante la radioactivité, l'interdiction de manger des légumes à feuilles larges, alors les épinards, les blettes, etc., qui pareil sont des légumes qui vont concentrer la radioactivité, pas de salade fraîche pendant un certain temps, pas non plus de lait de vaches qui ont mangé de l'herbe des bons pâturages et qui ont donc elles aussi concentré dans leur lait des radionucléides, c'est-à-dire des éléments radioactifs. Et donc ce mensonge typiquement ne nous a pas permis, pour les gens qui en 1986 étaient en vie et vivaient la situation, de prendre les bonnes décisions. Voilà concrètement les conséquences d'un mensonge. Un mensonge vous empêche de prendre les bonnes décisions, y compris pour votre santé. Je n'en dirai pas plus, même si évidemment je n'en pense pas moins, et d'ailleurs je suis ni pour ni contre, bien au contraire. Ça va nous amener à la diapo suivante, comprendre les non-dits. Il y a ce que je vais vous dire et il y a tout ce que je ne vais pas vous dire. Et mes vidéos fonctionnent beaucoup comme ça. Il y a ce que je peux dire, ce que je ne souhaite pas dire, parce que plein de raisons font que c'est difficilement dissible. Et donc il faut comprendre les non-dits. C'est important. Et ça, c'est une phrase, une citation qui est issue de ce film V pour Vendetta. Je crois vous l'avoir dit, mais je vous invite à le voir. Mon père était écrivain, il vous aurait plu. Il disait que les artistes utilisaient les mensonges pour dire la vérité
et que les politiciens le faisaient pour cacher la vérité, un homme selon mon cœur. Alors, modestement, comme un certain nombre d'artistes, parfois on est obligé de masquer un petit peu les choses pour pouvoir dire la vérité. Voilà, donc ça fait appel évidemment à votre sens du second, du troisième, du quatrième degré, et puis à votre capacité à cerner, à saisir les non-dits, et donc à partir de ce que je dis, qui n'est non pas la vérité absolue, mais en tout cas une manière de voir les choses, eh bien de tirer vous-même la pelote. Alors, je vous disais, ces mensonges, ils ont des conséquences directes pour vous, et vous les payez. Nous les payons monnaie sonnante et trébuchante. Imaginez que vous pilotez un avion, vous êtes commandant de bord, vous avez 200 passagers, vous avez accepté la mission, mais la mission, elle est quasiment impossible. Pourquoi ? Parce que l'altitude, vos instruments sont faux, l'altitude qu'on vous donne, elle est totalement erronée, la vitesse qu'on vous indique, elle est totalement fausse aussi, puis avec des facteurs d'erreurs monumentaux, et on vous demande de poser cet avion aux instruments dans le brouillard partant de nuit. Acceptez-vous la mission? Si vous êtes quelqu'un de raisonnablement constitué, vous allez dire non merci, je ne prends pas je vous laisse faire, moi je fais pas. La réponse est bien évidemment non, et pourtant c'est exactement comme ça qu'on vous demande de mener votre vie aujourd'hui. On vous demande de piloter votre vie avec des données, des indicateurs qui sont complètement faux. Ces mensonges ont un prix pour vous, et vous le payez quotidiennement parce que tout est devenu faux. Et les indicateurs, c'est quoi? C'est les études, les notes de vos enfants, l'école, le travail, l'épargne, etc. Tout est devenu faux en raison de l'accumulation de ces mensonges. Alors, il y a une égalité dont on ne parle plus et dont moi je voulais vous parler. Parce que, alors je commence à, vous voyez, hein, la barbe est grisonnante, les cheveux aussi, je commence à plus être tout à fait jeune, et donc ce que j'ai appris pour certaines choses, je continue à apprendre tous les jours, mais ce que j'ai appris pour certaines choses de manière un peu plus académique, ouais, ça commence à remonter à il y a quelques décennies, les amis. Et il y a quelques décennies, j'avais appris choses fondamentales, des théories économiques. C'est toujours été un sujet qui m'a passionné, parce que en classe de seconde, lors de l'initiation en sciences économiques, eh bien, j'avais eu la chance d'avoir un professeur extraordinaire, et donc ça a été une révélation intellectuelle pour moi que l'économie. Bref, cette théorie très importante, c'est la théorie de la concurrence pure et parfaite. Ça dira peut-être quelque chose à certains. Et donc, dans un monde de concurrence pure et parfaite, eh bien, les agents économiques sont sur un pied d'égalité. Alors, je vous rappelle, ce sont des théories. Vous avez le pays, la théorie, puis le pays en pratique. Évidemment, entre la théorie et la pratique, il y a toujours un écart plus ou moins important. Mais enfin, l'idée de la théorie et puis après de la mise en pratique, c'est vieux comme le monde. On a une théorie, on essaye de l'appliquer, on fait de son mieux, et puis après, c'est la réalité qui fait son ouvrage. Et donc, c'est l'égalité, l'équité dans l'accès à l'information. C'est quelque chose de fondamental. C'est tellement fondamental que cette égalité face à l'information permet évidemment à tous les agents économiques, alors les États, les entreprises, vous, vos enfants, enfin peu importe, tout le monde, de prendre la meilleure décision, la décision la plus rationnelle. C'est à condition d'avoir accès à la bonne information. Si on vous dit que l'eau est potable, vous allez la boire. Si on vous dit que l'eau n'est pas potable, vous allez la filtrer, ou acheter une bouteille d'eau minérale, ou la faire bouillir, ou la faire décanter, que sais-je, faire l'ensemble de tout ça, peu importe. Mais face à une information, vous allez la prendre en considération dans votre vie. Vous mentir, c'est vous empêcher de prendre la bonne décision, évidemment. Il y a même dans le droit ce qu'on appelle le délit d'initié. Le délit d'initié, c'est évidemment un délit de marché que commet délibérément un investisseur en valeurs mobilières en utilisant des informations qui sont de nature confidentielle et dont ne disposent pas les autres investisseurs. C'est même un délit. Donc vous voyez bien que dans une démocratie fonctionnelle, l'égalité de tous face à l'information libre, non faussée, est un droit fondamental dans toute société libérale. Une société libérale n'étant pas une société de l'argent, c'est une société de la liberté par rapport à une société
administrer, d'accord? Après, le libéralisme, on en fait plein de choses, ou le communisme, on en fait plein de choses, d'accord? Donc, ne reprochez pas à une société libérale d'être ce qu'elle est, si vous ne reprochez pas à une société communiste d'avoir été ce qu'elle était. Non, mais c'est, encore une fois, théorie, pratique, mise en œuvre, on peut le faire de plein de manières différentes. Pour une société libérale comme pour une société communiste. Quand l'accès à l'information n'est plus équitable, vrai, juste alors vous êtes en Corée de l'Ouest, et donc dans un système d'information en réalité administré. Et qui dit système d'information administré dit qu'il y a des informations, il y a des mensonges, il y a des orientations. On veut vous emmener quelque part où vous n'avez pas forcément envie d'aller, ou plus précisément, où il n'est pas forcément de votre intérêt d'aller. C'est toute la théorie de l'asymétrie de l'information. Je vais passer. De toute manière, pour ceux qui sont abonnés à la lettre stratégie, vous avez la présentation dans vos espaces lecteurs, vous pourrez la lire. Juste pour information, c'est quand même ce qui a valu cette théorie de l'asymétrie de l'information, le prix Nobel à Joseph Stiglitz et Akerlof en 2001 de mémoire, me semble-t-il, pour leurs travaux absolument passionnants qui ont donné d'ailleurs, puis ont posé, et Stiglitz y pose un cadre conceptuel à l'interventionnisme de l'État dans l'information, et c'est pas un hasard. Voilà, c'est pas un hasard du tout, du tout, du tout. Et donc, maintenant, on va refaire encore un tout petit peu d'histoire. Pour les plus vieux, vous vous souvenez de cette expression, c'est la pensée unique. Puis la pensée unique, elle a laissé place à la pensée magique, et la pensée magique a laissé place à la propagande. Et je m'en vais vous expliquer un petit peu cette corrélation entre ces éléments. Alors, la pensée unique, c'est quoi? C'est une expression qui vient de la fin du siècle dernier, donc on va dire des années 90. Hein, et donc, c'était pour accuser de conformisme les idées considérées comme majoritaires, dans tout le monde pense pareil, Tina, Zerzno alternative, c'est comme ça, on peut pas faire autrement. Enfin bon, c'est intellectuellement absolument affligeant, c'est vraiment la pensée unique, la pensée, bon voilà. Et donc, bon, en fait, on s'en fiche. Vous direz, c'est pas ça le plus intéressant. Cette pensée unique où tout le monde pense pareil, ce qui veut dire, soit dit en passant, que quand tout le monde pense pareil, tous ceux qui pensent pareil, il n'y en a plus aucun qui pense vraiment. Eh bien, elle s'est transformée petit à petit en pensée magique, puisque la pensée unique ne pouvait plus être critiquée. Et donc, une pensée unique qui ne peut pas être critiquée, puisque c'est comme ça, il faut penser comme ça, il faut penser dans ce cadre-là, eh bien, à partir du moment où vous ne pouvez plus le critiquer, ça devient un dogme. Et un dogme, forcément, à un moment donné, ça devient stupide, puisque ce qui fait qu'on est capable de raisonner, de penser et d'avoir une cohérence par rapport à la réalité, c'est évidemment le débat d'idées, c'est évidemment les oppositions, c'est évidemment le pluralisme intellectuel, et donc forcément le pluralisme médiatique, et donc capable de forger un consensus avec des éléments qui peuvent sembler disparates, mais qui finalement agrégés vont former quelque chose de cohérent sur lequel on va à peu près se retrouver tous, parce que c'est ce qui semble à un moment donné être la chose la plus raisonnable à faire. Nous fonctionnons tous comme ça dans notre cercle privé, dans nos familles, on prend des décisions sur ce qui nous semble le plus raisonnable et être dans l'intérêt du plus grand nombre de gens dans la famille. Bon, si jamais il faut faire manger 10 personnes et puis qu'on n'a qu'un kilo de riz, et on va partager le kilo de riz, et on va le faire gonfler avec beaucoup d'eau, et c'est on va faire ce qui va nous sembler le plus raisonnable, le plus juste. Bon, et finalement, on va avoir à peu près, on va être capable de bâtir un consensus. Le problème, c'est que quand il n'y a plus de pluralité, quand il n'y a plus de débat, quand il n'y a plus de désaccord pour construire ces consensus, eh bien, ça devient une pensée magique, une pensée dogmatique. Et donc la pensée magique, c'est très intéressant, il y a aussi une définition quasiment psychiatrique de la pensée magique, se définit comme une forme de pensée qui s'attribue ou attribue à autrui le pouvoir de provoquer l'accomplissement de désirs, l'empêchement d'événements ou la résolution de problèmes, mais sans intervention matérielle. Bon, pour la pensée magique, je vais avoir mon bac, mais je vais pas travailler, quoi. Voilà, d'accord, donc je travaille pas, mais je vais avoir mon bac. Et le problème de la pensée magique, c'est qu'évidemment, ce type de pensée magique se manifeste principalement au cours de l'enfance et à l'âge adulte, appréhendé par la médecine comme un symptôme d'immaturité ou de déséquilibre psychologique, ce qui est une évidence. Et cette pensée magique, qu'on appelle pompeusement en développement personnel pour les adultes la procrastination, c'est en fait une pensée magique et c'est en fait un symptôme
totale d'immaturité de l'adulte. Alors, cette pensée magique appliquée à l'économie, appliquée à la politique, ça donne, il n'y a qu'à donner des sous à tout le monde, il n'y a qu'à moins travailler, faire les 35 heures, mais en les payant 39, il y a qu'à et puis ça va bien se passer, d'ailleurs, on voit que ça s'est bien passé, il n'y a qu'à donner le bac à tout le monde, il n'y a qu'à envoyer tous les enfants à la fac, il n'y a qu'à pas rembourser les dettes, il n'y a qu'à imprimer plus de monnaie, puis il n'y aura pas d'inflation, vous voyez ce que ça commence à donner. La pensée magique de type Yaka, elle est démagogique, elle est immature, elle est facile, elle est évidemment affligeante intellectuellement parce que c'est beaucoup plus nuancé, beaucoup plus compliqué que ça, il y a beaucoup plus de paramètres à prendre en compte pour prendre une décision intelligente et ça provoque toujours des catastrophes parce que c'est basé sur le mensonge. Et le mensonge, vous savez, c'est le fameux dessin, il y a deux affiches de cinéma, c'est au cinéma, il y a deux queues, une affiche pour une queue pour ce mensonge qui libère et puis cette vérité qui dérange, quoi. Voilà, d'accord? Donc tout le monde va évidemment voir ce mensonge qui libère parce qu'ils n'ont pas envie d'entendre la vérité qui dérange, c'est beaucoup plus facile. Et donc, quand la pensée magique ne marche pas, et elle finit toujours par ne pas marcher parce que intrinsèquement, elle ne peut pas fonctionner. Génétiquement, la pensée magique ne peut pas fonctionner. C'est pas de la génération spontanée de richesse, d'accord? Il n'y a pas à dire, il n'y a qu'à qu'on soit tous riches et hop, la richesse arrive, d'accord? Bon, bah non, c'est pas de la génération spontanée de richesse. À un moment donné, pour qu'il y ait création de richesse, il faut du travail, il faut de l'effort, il faut de l'intelligence, il faut du savoir-faire, il faut plein de choses, il faut même parfois de la chance, il faut du capital, enfin bon, voilà, il faut plein de choses. Donc la pensée magique ne fonctionne jamais. Tout le monde termine par comprendre que la réalité n'est pas celle de la pensée magique. Alors ça, des pensées magiques dans notre pays, vous en avez sur tout un tas de domaines, y compris sociologiques. J'en dirai pas plus, je n'en pense pas moins. Et là, vous faites la liste des pensées magiques que l'on nous assène, que l'on nous répète comme des mantras, et c'est de la propagande, hein, pour nous dire entre ce que vous envoie la réalité et le cadre doctrinaire, écoutez la doctrine, ne regardez pas la réalité. Ne regardez pas la réalité, c'est un sentiment. Hein. La réalité, c'est un sentiment. Et puis, la doctrine, ça par contre, c'est la réalité. La propagande, ça, c'est le vrai. D'accord ? Et donc, les inégalités ne se sont pas réduites, les enfants travaillent beaucoup moins bien qu'avant, sur tous les plans, ils ont des diplômes mais ils n'ont pas de boulot, quand ils ont des boulots ils sont mal payés, la dette augmente, il y a de l'inflation, pensée magique, il n'y a qu'à, ça n'a pas beaucoup marché, d'accord? Mais on va vous expliquer que tout va très bien, madame la marquise, et ceux qui oseraient dire autre chose sont au mieux pessimistes, au pire complotistes, ce qui est évidemment l'anathème ultime pour arrêter la réflexion. Pour lutter contre la réalité, le système des penseurs magiciens a donc besoin de la propagande, et la propagande, elle a besoin de relais médiatiques, et puis tout ce petit monde va s'entretenir, et la propagande, c'est un ensemble de techniques de persuasion mises en œuvre pour propager par tous les moyens disponibles une opinion ou une idéologie. Ces techniques sont exercées sur une population afin de l'influencer, voire de l'endoctriner, et là ici en l'occurrence, de vous faire avaler des mensonges gros comme ça, avec un petit verre d'eau, mais voilà, c'est l'idée toujours d'empêcher l'exercice de l'esprit critique. Donc quand vous entendez des choses qui empêchent l'exercice de votre esprit critique, et moi je ne vais pas vous dire c'est comme ça, c'est comme ça et c'est pas trop autrement, non, je vais vous dire doutez de tout ce que je dis. Je vous présente un point de vue, je vous présente une analyse, elle n'est pas forcément juste, elle se conteste, elle se débat, elle s'alimente, elle s'enrichit, ne soyez pas d'accord et vous avez des commentaires en dessous pour l'être ou ne pas l'être. That is the question, d'accord? Et donc c'est important ça, cette liberté. Et donc si on vous empêche l'exercice de votre esprit critique, alors il y a un problème. Je vous renvoie à plein d'événements plus ou moins récents où on vous a empêché d'exercer votre esprit critique. Je n'en dirai pas plus, je n'en pense pas moins, je vous laisse imaginer ce que vous pouvez découvrir si évidemment vous tirez la pelote. Quand on vous empêche de réfléchir, quand on vous somme de ne pas réfléchir, alors évidemment vous pouvez faire la différence entre information et propagande. La propagande peut utiliser la publicité car cette dernière vise à façonner des choix, des modèles de société, des opinions, des comportements
et petit à petit, miette à miette, sous vos yeux ébahis ou sous votre cerveau qui ne comprend pas ce qui se passe, eh bien, c'est ainsi que tout est devenu faux. Tout est devenu faux, y compris le prix de l'argent avec des taux d'intérêt négatifs, ce qui veut dire que l'avenir est plus certain que le présent, ce qui est une aberration intellectuelle majeure, puisque je vous rappelle que le taux d'intérêt rémunère l'incertitude, d'accord ? Dans le prix de l'argent futur, quand vous prêtez aujourd'hui pour le futur, vous allez à la banque, on va vous demander une assurance parce que vous empruntez sur 25 ans et qu'en 25 ans, pour rembourser le prêt de votre maison, vous pouvez, que Dieu vous en préserve, décéder, avoir un accident, une invalidité, perdre votre travail, bref, tout ce qui fait la vie. Donc évidemment, je vous prête l'argent tout de suite. Ça, c'est une certitude. Puis vous allez me le rembourser sur 25 ans. Ça, c'est incertain. Et donc, le taux d'intérêt rémunère cette incertitude. Quand le taux d'intérêt est négatif, ça veut dire que l'avenir est plus sûr que le présent. Si vous achetez ce genre de raisonnement, alors, effectivement, je ne peux plus rien pour vous. Concentrons-nous sur deux mensonges majeurs qui vous font prendre de mauvaises décisions, de très mauvaises décisions, qui vont vous coûter et qui vous coûtent extrêmement cher. Les études des enfants qui sont liées aux mensonges sur le niveau scolaire, d'accord ? Évidemment, les déficits, la dette, la monnaie, l'inflation, et pourquoi c'est grave pour vos sous, et pourquoi il ne faut pas se faire carabistouiller par ces mensonges. Donc, vous vous souvenez, tout à l'heure, je vous parlais de ces instruments en vol d'un avion qui sont faux, et donc comment piloter avec de mauvais instruments. Eh bien, quand on parle de l'éducation de nos enfants, tous autant qu'on est, bien entendu, pour cerner, jauger leur niveau scolaire, on regarde les notes. Et on regarde les notes avec le souvenir de ce qu'étaient nos notes à nous quand nous étions plus jeunes et que nous avions leur âge. Et donc quand on avait leur âge, quand on était en première ou terminale et qu'on était en option, enfin en équivalent filière scientifique, et qu'on avait 17 ou 18 en maths, c'était vraiment une excellente note. Quand on avait 15 en maths, c'était quand même très 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 bon niveau. Évidemment, quand on avait une mention bien, un bac C scientifique d'une époque que les moins de 20 ans n'ont pas connue, eh bien, on avait vraiment, vraiment de grosses capacités de travail intellectuel. Bon, aujourd'hui, tout le monde a une mention très bien, donc ça devient compliqué de savoir ce que ces notes signifient. Et donc le niveau scolaire des enfants est désastreux, mais on ferait croire aux parents et aux enfants que, effectivement, comme ils ont 95% d'une classe d'âge à le bac, tout va très bien, madame la marquise. Jamais il n'y a eu autant de blé produit en URSS, disait le Politburo dans les années 80. Évidemment, les Russes, dans les magasins, faisaient la queue et il n'y avait pas de pain. Voilà, donc on produisait, chaque année, on battait les records de production de blé, mais il n'y avait rien à bouffer dans la réalité. Propagande versus réalité. Là, c'est exactement la même chose. 95% des enfants ont le bac et ils valent absolument rien. Et les mensonges, alors rien, pas humainement, attention, chaque personne vaut énormément et chaque personne a son talent, ses talents, et c'est justement ça qu'il faut cultiver, c'est cette valeur de chaque individu qui ne passe absolument pas que par les notes, d'accord ? Simplement, les notes sont un instrument de mesure pour une orientation, pour des choix futurs, qui vont être des choix pertinents justement pour aller exploiter les bons atouts, mais les bons talents de chaque enfant. Voilà. Donc si vous envoyez un enfant qui est extrêmement manuel et qui n'a pas d'appétence particulière pour rester assis à l'école dans une filière générale où il va se faire suer, vous allez l'envoyer vers une forme d'échec, alors que vous pouviez l'envoyer dans une autre orientation, vers une forme évidemment de réussite et de sa réussite personnelle et individuelle. Donc ce mensonge qui consiste à dire aux parents et aux jeunes qu'ils valent tous un bac plus 5 sans savoir lire, écrire ni travailler et sans avoir le sens de l'effort, eh bien c'est évidemment un immense mensonge qui va créer d'immenses déconvenues, et vous allez voir qui, dans le reste du raisonnement, vous allez voir des cas autour de vous, ça va vous y faire penser. Conséquence, mauvaise orientation, échec dans le réel, frustration terrible, incompréhension. Le niveau des profs, vous regarderez, c'est échec et maths, mauvais jeu de mots, humour de vieux. Je rappelle que pour se présenter à un CAPES,
il faut avoir un Master 2 qui est un équivalent Bac plus 5 d'aujourd'hui. Et donc là, ma tante prof de maths vient de nous envoyer le CAPES de cette année, et celui qu'elle avait passé il y a maintenant plus de 30 ans. Je vous laisse admirer les deux sujets. Le CAPES d'aujourd'hui, c'est le niveau lycée de quand j'étais effectivement plus jeune. Voilà, sans même avoir fait le Bac plus 5 derrière en maths, quoi. Bon, donc c'est évidemment un niveau affligeant. Vous avez un article de l'Opinion sur le même sujet avec le recrutement au CAPES qui est à 8 sur 20. Bon, bref, c'est une catastrophe. Et donc, j'avais fait un article sur le site Insolentiae, avec cette jeune fille qui est en Angleterre et qui dit voilà, j'ai plein de degrés, de master, de machin, de trucs. Bon, et puis le seul boulot qu'on me propose, c'est un petit boulot dans un service client, dans une start-up machin, et on me propose de m'occuper du service client et de dire voilà, quand il y a un client, il sait pas et il se plaint, c'est moi qui lui réponds. Et donc évidemment, moi j'ai 2 masters, j'ai un double master, je vaux beaucoup plus que ça, puisque j'ai plein de beaux diplômes. Les jeunes refusent donc des postes qu'ils pensent sous-payés et sous-dimensionnés pour eux, alors que le propre de la jeunesse, en réalité, et c'est pas du tout une critique, c'est que quand on est jeune, on n'a pas d'expérience, d'accord? C'est assez logique, hein. Je suis jeune, donc j'ai pas d'expérience. Donc il faut bien commencer un jour. Le problème, c'est qu'on commence pas directement en devenant chef. Mais quand on vous a bourré le mou avec des mensonges du type, maintenant que tu as 3 masters qui valent rien parce que tu sais pas lire, tu sais pas écrire, tu sais pas raisonner, t'as jamais vraiment travaillé, mais on t'a donné des bouts de parchemin, donc on te fait croire que tu vaux quelque chose, et puis finalement la réalité te renvoie on ne propose rien, ou pas grand-chose, comment ça se fait? Vous imaginez un peu la redescente et l'ascenseur émotionnel, c'est absolument effroyable. En fait, on ne fait pas le bonheur des gens, on fait leur malheur. Et donc évidemment, il faut bien démarrer un jour. Mais on a tous démarré par la petite porte, par la petite fonction, par le petit boulot. Et puis petit à petit, l'oiseau fait son nid et évidemment, on monte. On constate d'ailleurs que de moins en moins de jeunes démarrent. Voilà, c'est-à-dire que face à ça, ils ne veulent pas démarrer. Mais pourquoi je devrais accepter ça? Pourquoi je devrais supporter cette humiliation? Bon, tout ça, c'est à voir dans ces fausses orientations, dans ces fausses notes, dans ces mensonges qu'on a fait à nos enfants, qui n'ont pas la bonne information pour avoir la bonne attitude. Et donc, en réalité, on crée les conditions de leur échec au lieu de créer les conditions de leur réussite. Et ce phénomène n'est pas que français, mais occidental au sens large. Il y a plein de choses derrière qui sont assez simples à expliquer. Pourquoi on en est arrivé là? Je n'en dirai pas plus, je n'en pense pas moins. Je vous laisse tirer la pelote. Alors, parlons maintenant des dettes. Il n'y a qu'à faire des dettes et pas rembourser, d'accord? C'est la même chose. Alors, regardez, quand on fait des dettes et qu'on ne veut pas rembourser, dans l'ancien monde, un monde vertueux que moi j'ai connu, c'était François Mitterrand, moi jusqu'à mes 20 ans quasiment, je n'ai connu que François Mitterrand comme président de la République. Alors ça, ce sont les dévaluations. Alors, on a dévalué en 1981, c'est-à-dire une dévaluation, c'est quand votre monnaie, elle perd de la valeur. Contraint et forcé, parce que plus personne en veut de votre monnaie. Donc, on a dévalué en 80. On a dévalué en 82, on a dévalué en 83, on a dévalué en 86, on a dévalué en 87. Vous voyez, on dévaluait assez régulièrement. Ce qui fait que quand on faisait des âneries à cette époque-là, eh bien les âneries, tout de suite, on les voyait sur notre compte en banque, en monnaie sonnante et trébuchante, en inflation. Bref, le système économique était fonctionnel et donc... quand on faisait quelque chose de mal, on en voyait rapidement et tout de suite la conséquence. L'avantage, c'est que quand on voit rapidement les conséquences de ces actions, c'est que quand elles sont erronées, quand on se tape la tête contre le mur et que ça fait mal et qu'on a la tête en sang, généralement on arrête assez rapidement. Et là c'est pareil, d'accord? Sauf que là, maintenant on est dans un monde où on tape la tête contre le mur, mais ça se voit pas. Eh oui, et donc on continue. Alors on saigne pas, mais à un moment donné, on a fracassé complètement le cerveau et il n'y a plus rien qui marche dans la tête. Donc avant, il y avait la relation entre la valeur de la monnaie, la création de monnaie, et donc la dette ou le déficit, c'était immédiat, tout ça. Mais ça, c'était avant, dans le monde d'avant. La création monétaire ne peut pas se faire n'importe comment, sinon c'est du Monopoly, les amis. Et donc, classiquement, c'est l'épargne des uns qui finance les projets des autres. Et le taux d'intérêt, c'est le prix d'équilibre entre l'offre d'épargne, c'est-à-dire l'offre d'argent, et la demande d'argent, c'est-à-dire la demande de crédit. Voilà. Et ça s'équilibre
par le prix. C'est un système absolument magique et remarquable. Et puis après, on a introduit, évidemment, parce que là, vous imaginez que votre croissance, elle est complètement bloquée. Elle est bloquée à la capacité d'épargne des uns et l'envie de crédit des autres. Et donc, ça vous met une limite évidente dans votre capacité à croître. Et donc, pour s'abstraire de cette limite, on a introduit des effets de levier, c'est-à-dire que je peux prêter 2 fois les dépôts, je peux prêter 3 fois les dépôts, je peux prêter 10 fois les dépôts, je peux prêter 10 fois les dépôts et puis titriser tout ce que j'ai déjà prêté et les refiler à l'autre et hop, recommencer encore 10 fois. Et retitriser, c'était des subprimes, refiler aux autres et recommencer encore 10 fois les crédits. Et encore, et encore, et encore. Et donc, petit à petit, on s'est créé une décorrélation totale entre la croissance réelle et l'endettement qui a nécessité une création monétaire, évidemment, considérable. Regardez ce graphique. Il est fascinant, 40 000 milliards de dollars, c'est les prévisions pour 2026 de la dette américaine. 40 000 milliards de dollars, je vous laisse écrire ça avec des zéros si vous avez envie. Donc le niveau total des dettes augmente partout. Enfin ça c'est juste la dette de l'État fédéral américain. C'est pas les entreprises plus les ménages, etc. On peut croire que cela peut durer éternellement puisque globalement depuis 20 ans, effectivement, ça dure. Et donc on pourrait dire, et pourtant la Terre continue à tourner, comme disait Galilée. Sauf que c'est un mensonge. Et un mensonge hier comme aujourd'hui, eh bien, de la fausse monnaie, ça reste de la fausse monnaie. Vous pouvez essayer de me dire ce que vous voulez. On peut parler de pourquoi ça dure, mais de la fausse monnaie, ça reste de la fausse monnaie. Et quand on imprime de la fausse monnaie, on n'imprime pas de la richesse. La richesse n'est pas une impression monétaire. La richesse est un processus de création et c'est un peu plus compliqué que d'imprimer de la fausse monnaie. Et évidemment, on ne va pas pouvoir rembourser. Mais s'imaginer que ne pas rembourser, ça n'a pas de conséquences, eh bien évidemment, vous avez un terrible mensonge. Alors regardez, avant de ne pas rembourser, ça c'est aux États-Unis, regardez, c'est l'envolée ici du coût de la dette américaine. Donc ça, c'est la dette, et ça, c'est les intérêts de la dette qu'il faut payer chaque année. Évidemment, là, vous voyez l'augmentation des taux d'intérêt, on est à plus de 4-5%, eh bien, ça fait plus de 1100 milliards de dollars, 1100 milliards de dollars, rien que pour payer les intérêts. Aux États-Unis, c'est absolument considérable. Sur des niveaux de dette actuels, la normalisation monétaire entraîne donc une hausse des taux. Si le taux monte, les intérêts de la dette coûtent plus cher, c'est logique. C'est la crise de solvabilité qui menace. La seule solution, c'est quoi? C'est plus d'impôts, moins de dépenses, un mélange des deux, et c'est évidemment une solution très douloureuse. Dans un monde de mensonges économiques et de pensées magiques, on va préférer dire on va baisser les taux artificiellement. Donc on va augmenter un peu les impôts, baisser un peu les dépenses, et puis essayer de baisser les taux d'intérêt. Mais si on baisse les taux d'intérêt, qu'est-ce qui se passe? Vous n'avez pas de prêteurs, vous n'avez pas de gens pour prêter à des États surendettés. Donc quand on baisse les taux d'intérêt et qu'on continue à faire des dépenses, c'est les banques centrales qui impriment de la monnaie pour acheter les nouvelles dettes. C'est-à-dire ce sont en clair les banques centrales qui payent les déficits. Et bien ça c'est inflationniste. Et c'est pour ça les amis que vous avez de l'inflation. Et cette inflation a été évidente. On ne pouvait pas prévoir quand est-ce qu'elle allait arriver exactement. Mais il était évident qu'elle allait arriver. Conclusion, l'euro donne l'illusion d'une stabilité financière, tant vantée d'ailleurs par les hommes politiques. L'euro, c'est la stabilité, l'Europe, c'est la paix, l'Europe, c'est la prospérité, on est en guerre, non, l'Europe, c'est la paix, l'Europe, c'est la prospérité. Je n'en dirai pas plus, je n'en pense pas moins. Avant, quand on faisait n'importe quoi, ça se voyait tout de suite. Et la mauvaise gestion était très rapidement sanctionnée. Aujourd'hui, avec l'euro, la mauvaise gestion peut durer beaucoup plus longtemps. Beaucoup plus longtemps, puisqu'en réalité, il y a 2 monnaies au monde maintenant. Enfin, au monde, dans le monde libre. Vous avez la Fed qui gère le dollar, donc la Banque Centrale Américaine, la Fed, la Fédérale Réserve, qui gère le dollar, et puis la BCE, la Banque Centrale Européenne, qui gère l'euro. Avant, en 12 à 24 mois, il fallait dévaluer, parce que vous aviez fait n'importe quoi. Et votre monnaie, elle prenait tout de suite un taquet.
À partir des années 2000, il n'y a plus eu de sanctions du marché, car il n'y a plus de marché. Et pourquoi il n'y a plus de marché? Parce qu'en fait, la Fed et la BCE administrent la quantité d'argent totalement. Nous sommes rentrés dans une économie administrée, on ne vous l'a pas dit. Mais la réalité, c'est que nous sommes dans l'économie de Stiglitz. Stiglitz qui dit comment on va administrer l'économie, y compris l'information. Et donc, le prix de l'argent, c'est un prix qui est faux. Et donc, quand le prix de l'argent est faux, votre allocation d'actifs ou vos placements, ils sont basés sur ce prix de l'argent. Et donc, vous allez acheter de l'immobilier, ça va faire une bulle immobilière. Et puis aujourd'hui, la bulle immobilière, elle explose. Et vous ne l'auriez pas forcément fait s'il y avait eu un vrai prix de l'argent. Et il n'y aurait pas forcément une crise de l'immobilier aujourd'hui s'il y avait eu un vrai prix de l'argent dans les 20 dernières années. Et puis, l'inflation, elle est toujours d'origine monétaire, toujours. Même si on peut avoir des détonateurs, le Covid, la guerre en Ukraine, etc. Donc ça, ce sont des accélérateurs, ce sont des détonateurs. Mais c'est toujours lié à la quantité de monnaie. L'inflation, c'est la quantité de monnaie plus la quantité de confiance. L'inflation, c'est la quantité de monnaie plus la quantité de confiance. Alors vous avez d'autres modes de calcul pour l'inflation, MV égale PQ, vous avez la vitesse de circulation de la monnaie. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais si on devait résumer tout ça à quelque chose de très très simple, mais de fondamental, et ça depuis la nuit des temps, l'inflation, c'est la quantité de monnaie qui a été créée avec la confiance dans cette quantité, dans cette monnaie et dans la valeur de cette monnaie. Donc, quantité de monnaie plus quantité de confiance, c'est ça l'inflation. Et quand on ment, eh bien à un moment donné, on attaque la quantité de confiance. Et donc si on parle beaucoup de complotisme aujourd'hui, de pessimisme, c'est évidemment parce que les gens sont pas bêtes. Ils ont bien compris qu'on commençait à leur mentir de manière un peu trop impressionnante. Et donc forcément, on essaye de les empêcher de penser, de réfléchir. Mais tout ça, ça ne peut aboutir qu'à une seule chose. La baisse, évidemment, de la quantité de confiance et donc l'augmentation de l'inflation. En conclusion, sur ces réflexions, les mensonges sont multiples et nombreux, vous l'avez compris. Nous vivons dans une société du mensonge. La propagande médiatique et politique a pour objectif de vous faire croire que ce que vous voyez, la réalité n'existe pas, mieux ou plus grave, que la réalité que vous renvoient vos yeux est fausse. On ne peut pas obtenir un diplôme de valeur sans travailler beaucoup, sans savoir véritablement lire, écrire, compter. D'accord ? On ne peut pas réussir dans sa vie sans à un moment donné travailler un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, et sans avoir un peu le sens de l'effort. C'est pas possible. C'est pas possible. D'accord? Ça ne marche pas. À un moment donné, il faut bosser. Si vous voulez devenir champion du monde de tennis, à un moment donné, il faut jouer, il faut s'entraîner, il faut courir. Si vous voulez devenir Mbappé, à un moment donné, il faut bosser tous les jours, il faut avoir une hygiène de vie militaire, ascétique, tout ce que vous voulez. Les efforts à faire et à fournir sont considérables. Il y a beaucoup de talent, certes. Mais ça, c'est la base, le talent. Mais il y a derrière énormément de travail pour pouvoir exploiter ce talent. On ne peut pas créer de la richesse juste en créant de la monnaie. Sinon, tous les joueurs de Monopoly seraient déjà riches. On a tous joué au Monopoly, d'accord? Ou à la fin, comme il n'y a plus assez de billets dans la banque, on écrit sur des bouts de papier, d'accord? Et on tient les comptes pour que la partie, elle continue à tourner. Et on endette les copains qui sont ruinés et qui n'ont aucune chance de pouvoir rembourser quoi que ce soit, puisque de toute façon, ils n'ont pas les hôtels. On ne peut pas espérer voir une société aller mieux en taxant simplement ceux qui produisent au profit de ceux qui ne font rien. C'est pas possible. Je ne parle pas de justice, de machin, d'égalité, pas d'égalité. C'est qu'à un moment donné, il faut savoir rester raisonnable. Vous ne pouvez pas prendre 100% à ceux qui font pour donner 100% de ceux qui font à ceux qui ne font rien. Le salaire différé, c'est sans doute l'un des plus gros mensonges portés aujourd'hui par les gens de gauche. Et je ne critique pas les gens de gauche, je dis juste que c'est un immense mensonge et que c'est tellement facile de porter la contradiction là-dessus d'un point de vue intellectuel et la démonstration pour montrer que c'est un mensonge, mais elle est tellement basique, d'accord? La charge, la cotisation, l'impôt, vous le payez tout de suite, d'accord? Donc vous êtes appauvri tout de suite pour un salaire différé dans un pays qui est tellement endetté qu'il n'a aucun excédent. Donc pour qu'il existe un salaire différé, encore faudrait-il qu'il y ait des excédents. Je taxe aujourd'hui, vous avez 5 000 € de salaire brut,
je vous en taxe à peu près la moitié, donc vous revenez à 5 000 € à votre entreprise, et il vous reste 2 500 avant vous, votre IRPP. D'accord? Donc avant vous, votre impôt. Donc vous aurez plus que 2 000 € net. Donc l'entreprise a payé 5, vous, il vous reste 2, donc il y a 3 qui ont été pris par les cotisations, les impôts, les charges sociales, tout ce que vous voulez. URSSAF, Cancras et Carbalas. Ces 3 000 €, si on les met de côté et qu'il y a un fonds de salaire différé, le fonds du salaire différé, le FSD par exemple, d'accord? Le fonds du salaire différé. Et que ce fonds du salaire différé, il encaisse vos 3 000 €, qu'il est excédentaire et qu'il y a 3 000 milliards d'euros dans ce fonds excédentaire du salaire différé, je vous dis, ok, c'est un salaire différé. On a cotisé dans une caisse, cette caisse elle est pleine, et quand vous prendrez la retraite, comme cette caisse elle est pleine, vous êtes sûr d'avoir votre retraite, quand vous serez malade, vous êtes sûr d'être payé, etc., etc. Le problème, c'est qu'elle n'existe pas, cette caisse. Et les sous, ils n'existent pas non plus. Par contre, ce qui existe, c'est des dettes et des découvertes de 3 000 milliards, 3 100 milliards de dettes maintenant en France. Donc, le salaire différé est une escroquerie. Pour qu'il y ait un salaire différé, il faut qu'il y ait des sous qui soient mis de côté. Sinon, c'est un mensonge. Donc, oui, techniquement, il pourrait y avoir un salaire différé. Ça pourrait être un salaire différé. Et comme le Canada Dry pourrait être de l'alcool. Manque de bol, ça a le goût, ça a la couleur, ça a l'aspect, mais pas du tout le goût de l'alcool, le Canada Dry. Donc évidemment, comme il n'y a pas d'excédent et que ce n'est pas mis en réserve, il n'y a aucune matérialité à ce salaire différé. C'est donc une croyance au mieux. Et dans la réalité, c'est plutôt un gros mensonge. Pour prendre de bonnes décisions, soyez donc vigilants à bien voir la réalité telle qu'elle est et pas telle qu'on voudrait que vous la voyez. Voilà. Donc continuez à ne faire confiance qu'à ce que vos yeux vous renvoient et votre bon sens vous dit. Enfin, pour visualiser le grand tableau, il faut toujours comprendre le mobile des mensonges. Alors demandez-vous, pourquoi on me ment, pourquoi on me mentirait et pourquoi on me dirait la vérité ou pourquoi on ne me la dirait pas. Et ces questions, je vous les laisse vous les poser, puis je vous laisse libre évidemment des réponses que vous y apporterez. Voilà. Pour ceux qui veulent aller plus loin, le dossier du mois qui est toujours en téléchargement dans vos espaces lecteurs pour les abonnés, c'est évidemment La France en marche vers la faillite avec ou sans salaire différé. Je peux vous dire qu'on y va bien et qu'avant d'avoir des problèmes de solvabilité, on aura évidemment des problèmes sur nos revenus et sur des impôts et une pression fiscale qui va augmenter même si on vous dit le contraire. Et oui, pour qu'un mouton soit bien tondu, il faut que le mouton ne bouge pas trop. Et donc si les moutons se mettent à fuir sous la panique, bien entendu, c'est beaucoup moins pratique à attraper, à tondre avec efficacité. Et un bon mouton est un mouton bien tondu, bien dodu, mais qui ne bouge pas trop, pour que le tondeur puisse travailler dans de bonnes conditions. Voilà les amis, je vous laisse me mettre des pouces, partager la vidéo, je vous souhaite une immense et une très bonne réflexion sur ce sujet passionnant de l'information, du mensonge, de ce que ça nous coûte, des biais que ça introduit dans nos décisions, et c'est ça le plus important, le mensonge introduit des biais dans les décisions, et si vous voulez prendre les meilleures décisions pour vous, vos proches et ceux que vous aimez, il faut que vous ayez ici, à ce niveau-là, qu'on appelle le PIF, un bon détecteur à mensonges, un immense avion renifleur à carabistouille pour ne pas vous faire empapaouter par des gens qui ne veulent pas forcément que votre bien. Vous pouvez retrouver cette présentation dans les espaces lecteurs pour les abonnés à Let's Stratégie. Et puis nous, on se revoit peut-être la semaine prochaine ou peut-être pas, parce que je prendrai peut-être quelques jours de vacances. D'ici là, passez évidemment une très bonne semaine. Et je vous dis à très bientôt. Merci pour votre fidélité. Commentez, aimez, likez, partagez. Et puis surtout, encore une fois, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez, parce qu'il n'y a que ça qui compte au bout du compte. Merci les amis. Bon dimanche.